Bonjour, je suis ravie, chers lycéens, de vous retrouver pour une nouvelle leçon d'apprentissage de français au secondaire qualifiant. Souvenez-vous, la fois dernière, nous avons vu comment définir les caractéristiques d'un récit autobiographique à partir de l'œuvre inscrite à votre programme d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette progression, nous allons voir avec vous comment rédiger un récit autobiographique. Voilà donc les objectifs de notre activité de production écrite. Nous allons tout d'abord analyser la consigne de l'écrit, apprendre comment analyser une consigne de l'écrit. Ensuite, voir comment structurer un écrit autobiographique. Et ensuite, en dernier lieu, rédiger, à titre d'exemple, un écrit autobiographique. Alors, la consigne que nous avons choisie pour justement écrire un récit autobiographique est la suivante. Raconter un souvenir d'enfance associé à un rituel culturel, religieux ou autre qui vous a marqué. Alors, pour développer un écrit, quel qu'il soit, il est indispensable de lire attentivement dans un premier lieu sa consigne, d'analyser son contenu et ensuite établir une fiche signalétique de cet écrit que nous allons produire. Et enfin, choisir une structure adaptée à l'écrit que nous aurons à produire. Alors, voyons ensemble comment lire sa consigne. Alors, on va voir que la lecture attentive permet de repérer les mots-clés dans une consigne. À savoir que dans la nôtre, nous aurons d'abord à souligner les mots suivants qui constituent donc les mots-clés de la consigne. Raconter un souvenir d'enfance associé à un rituel qui vous a marqué. Alors les mots-clés sont donc ceux qui sont soulignés. Il s'agira de raconter un souvenir qui est associé bien évidemment à un rituel et on verra tout à l'heure pourquoi. Alors la consigne est explicite dans la mesure où elle nous permet d'identifier le genre de l'écrit que nous aurons à produire, à savoir un récit autobiographique. Le sujet que nous aurons à développer, il s'agira d'un événement du passé qui soit donc émouvant et qui relate un rituel. Définir un registre ou une tonalité de cet écrit de telle sorte à ce qu'elle puisse répondre et qu'elle soit conforme à la consigne. Alors il s'agira entre autres d'exprimer des sentiments en vue de montrer leur intensité. Alors pour respecter les données de la consigne, il faut dans un premier temps établir ce qu'on appelle une fiche d'identité de notre écrit, qui va nous déterminer sa forme, sa visée et l'effet de cet écrit. Alors la forme, elle se détermine à travers le genre qui est dicté par la consigne. Alors il s'agira de construire un récit autobiographique. Et souvenez-vous, nous avons vu ensemble quelles étaient les caractéristiques de ce récit à travers nos deux lectures de texte. Alors le récit autobiographique se caractérise ainsi par l'emploi du je, qui désigne donc l'auteur de l'écrit, le narrateur et le personnage qui pourrait être, dans le cas de notre sujet, un enfant de 10 ans. Et nous devrions aussi employer l'emploi des temps du récit qui va donc projeter l'action dans le passé. Mais que savons-nous sur ces temps du récit? Alors, retenons ceci. Comment choisir un temps du récit? Alors, ce que nous savons déjà au préalable, et ce que nous avons pu constater au niveau de la lecture, c'est que les temps du récit fonctionnent par alternance. L'alternance d'un temps dit de base et celui d'un temps secondaire. Alors, quels sont les temps de base? Les temps de base narrent des actions principales. Et il s'agit entre autres du présent de la narration, du passé simple et du passé composé. Les temps secondaires sont, quant à eux, nous n'en avons qu'un en fait, le temps secondaire et non pas les temps. Nous avons 3 temps de base
et un seul temps secondaire qui introduit des descriptions des actions dites secondaires ou de second plan. Et le seul temps secondaire est celui de l'imparfait. Alors, il faudra choisir un temps de base parmi les 3 que nous avons signalés tout à l'heure, que nous aurons à alterner bien évidemment avec l'imparfait. Alors, on pourra retenir à titre d'exemple le passé composé. Pourquoi le passé composé? Parce qu'il est très souvent plus simple à conjuguer que le passé simple. Alors, comment définir la visée? Elle se détermine à partir de l'intention que l'on a choisie. Alors, celle que nous aurons à choisir, c'est effectivement de narrer un événement, de décrire un sentiment éprouvé lors de cet événement vécu et d'informer bien évidemment sur un rituel qui est celui d'Ashura par exemple. Alors pourquoi Ashura? Parce qu'elle est évoquée tout au long de l'œuvre d'Ahmed Sfrewi et nous verrons tout à l'heure pourquoi donc nous l'avons choisie. Alors cette visée va nous permettre en fait de définir toutes les typologies que nous devrions retrouver dans notre écrit. Alors la typologie dominante est une typologie narrative. Nous aurons à raconter un événement dont par exemple un événement qui se rapporte à un cadeau privilégié, un cadeau de rêve ou un cadeau inattendu lors d'une circonstance comme celle de Ashura. Le point de vue sera bien évidemment interne, à savoir que le narrateur est à la fois personnage, alors ça nous l'avons déjà dit quand nous avons défini les caractéristiques du récit autobiographique. Nous aurons également dans notre écrit une typologie descriptive, puisque nous aurons à décrire un sentiment, celui qui se manifestera au moment de l'offrande. Alors le sentiment est certainement un sentiment positif, de joie, bonheur, voire satisfaction. Et le point de vue de notre description est subjectif. Nous aurons bien évidemment à montrer l'ampleur et l'intensité de ce sentiment. Notre typologie sera également informative dans la mesure où nous aurons également à parler d'un rituel, celui d'Ashura. Alors nous aurons notamment à nous informer le lecteur sur les étapes de ce rituel. Alors quel sera l'effet de l'écrit? Il se détermine à partir d'une tonalité que nous aurons à choisir. Nous, dans notre écrit, nous devrions partager une joie éprouvée lors de l'événement ou encore montrer son intensité en insistant sur le je ou le moi. Le registre que nous aurons à choisir pour écrire notre récit sera donc un registre lyrique. Alors retenons. La fiche d'identité de l'écrit que nous aurons à produire aura pour genre, ce récit sera donc un récit autobiographique. Sa typologie dominante est à la fois narrative, typologie secondaire descriptive et informative. Et enfin, le registre que nous aurons choisi est le registre lyrique. Comment devrions-nous organiser ce récit à produire? Après avoir identifié la fiche signalétique de notre écrit, nous devrions le structurer. Alors il faudra déterminer un schéma narratif qui structurera donc notre écrit. Alors ce que nous savons déjà, c'est que le schéma narratif comprend 4 étapes. Rappelons quelles sont les 4 étapes du schéma narratif que nous aurons nous à déterminer en vue tout simplement en vue de composer notre récit. Si la situation initiale, c'est une introduction dans laquelle le narrateur informe du moment, du lieu, des circonstances de l'action et présente les personnages en présence. Deuxième étape du schéma narratif, ce qu'on appelle le fait imprévu. C'est une intervention d'un fait inattendu qui vient mettre fin ou rompre le calme qui est déterminé dans la situation initiale. Troisième étape, le développement ou le déroulement de l'action, plus exactement, c'est un développement du déroulement des événements. Et enfin, une situation finale dans laquelle nous aurons à conclure, c'est donc une conclusion qui met fin à l'action.
Voilà donc une structure que nous aurons donc à respecter au moment de notre conception de l'écrit. Alors, reste maintenant à choisir le vocabulaire qu'il faudra utiliser dans le cadre de cet écrit. Alors pour cela, il faudra établir ce qu'on appelle un champ lexical et sémantique des thèmes que nous aurons à aborder. Alors voilà donc deux thèmes qui figurent dans la consigne et que nous pourrions éventuellement développer à travers un champ lexical et sémantique. Nous aurons d'abord à exprimer une joie. Donc premier champ lexical, plus exactement, c'est le champ lexical de la joie. Et enfin, nous aurons à évoquer un rituel traditionnel, à savoir celui d'Achoura. Alors, rappelons d'abord, qu'est-ce qu'un champ lexical? Le champ lexical regroupe l'ensemble des mots, des termes, ayant un rapport commun avec un même thème. Un champ sémantique, quant à lui, est constitué de plusieurs termes qui ont un sens commun, à savoir, il est constitué de synonymes. Alors, pour pouvoir tout simplement concevoir ces deux champs lexicaux, nous aurons à faire au préalable ce qu'on appelle une recherche thématique, notamment concernant l'événement le rituel de Ashura. Alors, la recherche va nous permettre une documentation sur le rituel qui a été choisi. Alors, notons que cette célébration est évoquée à travers l'ensemble de l'œuvre d'Ahmed Sfreoui. Elle constitue un événement central autour duquel sont organisées toutes les expériences qui sont relatées. Alors, comment effectuer cette recherche thématique? Dans le cadre d'un travail encadré, une recherche que vous pourriez présenter sous forme d'exposé. Voilà donc ce que nous pourrions trouver dans notre recherche. Alors, au Maroc, Ashura rime depuis des siècles avec le mot spiritualité et fête de l'enfance et de la famille. Elle est perçue comme un jour de partage et de charité. Cette célébration évoque l'obligation de faire l'aumône et s'acquitter de la zakat et d'échanger les visites. Alors traditionnellement, les familles se réunissent autour d'un couscous préparé avec la viande séchée de l'Eid el-Kbir au raisin sec. Ils achèvent ce festin par un dessert qui est composé de beignets sucrés, le tout dans une ambiance de fête où la spiritualité du rituel est souvent agrémentée par le parfum de l'encens. Alors en ce jour de Ashura, donc, les rues des grandes villes sont achalandées en fruits de tout genre, amandes, noix, cacahuètes, dragées, raisins secs et autres friandises. La tradition voulant que Ashura soit la fête des enfants par excellence, les galeries marchandes sont sur le pied de guerre. Donc là, c'est un paragraphe explicatif sur cet événement de Ashura qui va nous permettre, comme vous avez pu le constater, de sélectionner un certain nombre de termes que nous pourrions réemployer dans notre écrit. Les termes soulignés constitueraient en fait le champ lexical de ce rituel. Alors voilà donc la suite. Alors revêtues pour la circonstance de leurs plus beaux atours, elles drainent les foules de visiteurs, en majorité des enfants habillés de neuf et accompagnés de leurs parents qui ne lésinent pas sur les moyens pour leur offrir trompettes, tambours, pétards et autres gadgets. Donc la suite de ce documentaire, de cette recherche documentaire, nous fait visionner effectivement d'autres expressions que nous pourrions éventuellement retenir dans le cadre de ce champ lexical de Ashura. Alors, dans ce champ, nous avons retenu les accessoires, les pétards, les instruments à percussion et les jouets. Nous avons également le repas ou les repas d'Ashura.
composé du couscous, fruits secs, dattes, figues sèches et amandes. Les moments de Ashura sont les suivants. Nous avons très souvent une réunion de la famille, la distribution des cadeaux, le jeu des enfants et une certaine spiritualité qui règne en ce jour-là. Donc vous voyez que cette recherche documentaire nous a permis en fait de constituer ce champ lexical. Qu'en est-il quant au champ lexical, champ sémantique de la joie? Alors, nous avons vu la distinction entre un champ lexical et un champ sémantique. Alors, ici, ce que nous déterminons, c'est bien le champ sémantique de la joie, à savoir que nous allons rechercher l'ensemble des termes qui peuvent être utilisés comme synonymes au mot joie. Alors là, nous avons établi un classement. Vous avez d'abord des adjectifs soutenus. Alors, vous avez adjectif allègre, folâtre. Adjectif courant, content et ravi. Les noms soutenus, allégresse, euphorie. Et un nom courant qui est synonyme du mot joie, vous avez le mot bonheur et le mot extase. Ces termes-là peuvent être éventuellement utilisés dans votre écrit pour notamment manifester la joie éprouvée au moment de l'offrande, comme nous l'avons précédemment expliqué. Alors voyons ensemble comment élaborer la situation initiale. Ce que nous avons à retenir, c'est que c'est une phase de présentation des données principales de notre récit. Voilà donc les données que nous aurons à préciser. Le temps, alors nous avons dit que nous pourrions éventuellement remonter dans le temps pour arriver à l'âge de 10 ans. Et le narrateur, le jeu, est un enfant de 10 ans. Le lieu, on pourrait éventuellement choisir une ville traditionnelle comme Meknès et chez ma grand-mère, très souvent, qui incarne la culture et la tradition. À circonstance, nous l'avons déjà expliqué, nous avons donc choisi la célébration d'Ashura. Voilà donc ce que nous pourrions obtenir au niveau de l'écrit. Alors, une grande joie, excusez-moi. Exemple d'écrit. Alors, la situation initiale. J'avais 10 ans. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Ce jour-là, mes parents m'ont annoncé que nous célébrerions Ashura à Meknès, chez mes grands-parents. Une grande joie m'a envahi. J'allais retrouver toute ma famille, mes oncles, mes tantes et tous mes cousins. Pour l'occasion, ma grand-mère, attachée à la tradition, avait organisé toute une cérémonie respectant le rituel en achetant le nécessaire, fruits secs, instruments de musique et cadeaux pour chacun de ses petits-enfants. Voilà donc ce que pourrait être une situation initiale que vous aurez notamment à compléter par ce qu'on appelle le fait imprévu. Ça sera donc le moment où la grand-mère va vous offrir un cadeau inattendu. Je vous laisse donc essayer de composer ce petit paragraphe qui pourrait constituer donc la suite de cette situation initiale. Alors j'espère que vous avez, à partir de ce que je viens de vous présenter, compris comment rédiger un écrit, quel qu'il soit, et plus particulièrement un récit autobiographique, comme l'a fait Ahmed Sfrioui dans le cadre de son œuvre « La boîte à merveilles ». Sur ce, je vous